Dans cette vidéo, qui va me servir d'introduction au chapitre de terminale spécialité modélisation de l'écoulement d'un fluide, nous allons nous intéresser à la notion de pression et faire quelques rappels de la classe de première spé. Alors tout d'abord, on peut rappeler que la notion de pression est une grandeur scalaire, c'est-à-dire que c'est une grandeur qui se représente par un nombre et non pas par un vecteur. Une grandeur scalaire qui caractérise un système au niveau macroscopique. Alors pour bien expliquer, prenons un exemple. Alors on va s'intéresser à un système qui est l'air contenu dans un ballon de baudruche gonflé, qu'on peut appeler Wilson pour l'occasion. Alors intéressons-nous à l'air contenu à l'intérieur de Wilson, et tout d'abord, nous allons décrire le système au niveau macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle. Pour décrire le système, on a besoin d'un certain nombre de paramètres, et on peut parler notamment du paramètre pression, du paramètre volume et du paramètre température. Concrètement et à notre échelle, la température va représenter la sensation de chaud ou de froid que va représenter le contact avec le système. Le volume, c'est la notion d'espace occupé par le système, c'est-à-dire la place que va prendre l'air contenu à l'intérieur du ballon. Et la pression sera liée à la notion du fait que le ballon sera plus ou moins tendu en fonction des situations. Maintenant, si on s'intéresse toujours à la même situation, au même système, mais si on veut essayer de comprendre ce qui se passe à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle moléculaire, eh bien si on reprend les mêmes paramètres, eh bien la température, elle, va être liée à l'énergie cinétique et donc à la vitesse des molécules qui sont contenues à l'intérieur du système, c'est-à-dire des molécules de dioxygène et des molécules de diazote. Le volume, quant à lui, va quantifier la place occupée par l'ensemble des molécules qui constituent le système. À ce sujet, vous pouvez aller voir la petite vidéo pour laquelle je vous donnerai le lien en description. Et la pression, quant à elle, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, eh bien cette pression, elle va être liée au choc des petites molécules de diazote et de dioxygène avec les parois. Et ces petites molécules vont donc exercer une force sur la paroi, à savoir sur le ballon de baudruche. Alors en général, et quand c'est possible, on s'intéresse plutôt à la description au niveau macroscopique, tout simplement parce que c'est plus facile, c'est quasiment impossible de décrire le système au niveau microscopique, parce qu'il y a trop de molécules à décrire, en plus toutes ces molécules sont en mouvement. Et pour permettre le passage entre la description à l'échelle macroscopique et à l'échelle microscopique, eh bien c'est la constante d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre qui permet de définir ce que c'est qu'une mole. Alors à ce sujet, on peut parler d'une relation qui fait le lien entre la pression, le volume et la température dans un cas particulier, qui est le cas des gaz et même plus particulièrement des gaz parfaits, relation qu'on a déjà vue auparavant dans le cours de terminale, qui est la relation des gaz parfaits, PV égale nRT, qui fait donc le lien entre ces variables qu'on appelle des paramètres d'état et la quantité de matière, c'est-à-dire le nombre de moles de molécules de diazote et de dioxygène contenues à l'intérieur du système. Alors maintenant que nous avons un petit peu compris qualitativement et concrètement ce qui se passe dans le système, revenons à la définition de la notion de pression qui nous intéresse ici, et essayons de formaliser un petit peu plus rigoureusement ce qu'est la pression. Alors la pression, elle peut être définie déjà en tout point d'un système, que ce système soit un fluide, c'est-à-dire un gaz ou un liquide, ou un solide. Mais elle peut être définie que lorsque le système est à l'équilibre, c'est-à-dire on ne peut pas définir la pression dans le système, c'est-à-dire je reprends l'air contenu dans le ballon de baudruche, si on est en train de le gonfler par exemple, il faut absolument qu'on soit à l'équilibre thermodynamique pour pouvoir définir cette notion. Alors cette pression, si on peut la définir, eh bien on vient de voir que la surface en contact avec le système était soumise à des chocs, des petites molécules. Ces petites molécules qui s'entrechoquent sur la paroi vont donc exercer une force pressante sur cette paroi, sur cette surface qui va délimiter le système. Et cette force pressante va permettre de définir la notion de pression. Cette notion de pression va donc être liée non seulement à la force pressante, mais aussi à la surface sur laquelle va s'exercer cette force. Alors pourquoi on ne reste pas à la définition de force pressante et pourquoi on a défini la notion de pression?
Eh bien tout simplement parce que la pression va mieux rendre compte d'un certain nombre de phénomènes au niveau macroscopique. Alors prenons quelques exemples. Dans le premier exemple que je vous propose, on va s'intéresser à une petite figurine qu'on va placer dans de la farine qui va simuler de la neige ou du sable. Et donc cette figurine, c'est un cheval, son cavalier et un chargement assez lourd. Dans la première situation, on se rend compte que la petite figurine s'enfonce beaucoup dans la farine, alors que c'est pas le cas dans la deuxième situation. Alors comment est-ce qu'on peut formaliser ça et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors vu ce qu'on a dit précédemment, on peut définir la pression comme étant une force par unité de surface. Alors dans la première situation, la force pressante exercée par la figurine sur la farine, eh bien ça va être tout simplement le poids de cette petite figurine, donc M fois G. Alors on peut, si on veut, répartir le poids du cheval, son cavalier, le chargement sur chacune des 4 pattes, mais ça reviendra au même. La pression exercée par la figurine sur la farine va donc pouvoir être définie, comme on l'a dit, par rapport à la surface sur laquelle cette force s'applique. Donc la pression dans le premier cas va être égale à mg, le poids, la force pressante, divisé par la surface S1. Dans la seconde situation, la force pressante est la même, puisque c'est le poids de la figurine, de son cavalier, plus du chargement, mais la pression exercée, qui est égale à la force pressante divisée par la surface de contact avec la farine, va être beaucoup plus faible. Pourquoi? Parce que la surface sur laquelle se répartit la force est beaucoup plus importante. Ainsi, si la surface sur laquelle se répartit la force est plus importante, alors la pression exercée sera, elle, moins importante. Cette petite simulation avec la figurine permet en fait de décrire et de modéliser ce qui se passe lorsqu'on marche dans la neige avec des raquettes à neige qui sont donc utilisées pour moins s'enfoncer, puisque la force, c'est-à-dire le poids de la personne qui marche avec les raquettes, va être répartie sur une surface beaucoup plus importante, ce qui va permettre à la pression d'être moins importante et donc à la personne qui les utilise de moins s'enfoncer dans la neige. Les pieds des dromadaires qui marchent dans le sable du désert sont eux aussi très larges, ce qui leur permet de répartir leur poids sur une surface plus large et ainsi moins s'enfoncer dans le sable. Et enfin, dernier exemple, l'utilité de déguiser un couteau et de rendre la surface de contact entre la lame du couteau et l'objet que l'on veut trancher beaucoup plus petite. La surface étant beaucoup plus petite, la pression qu'on va exercer avec ce couteau lorsqu'on exerce une force sur lui va être plus importante aussi, et donc la découpe sera plus efficace. Intéressons-nous maintenant à un petit extrait d'une très ancienne vidéo un petit peu désuète. L'élégance a parfois son revers. Les chaussures féminines et leurs talons qu'une mode récente a dangereusement effilés sont le fléau quotidien des parquets. Pour tout dire, un pied de femme cause plus de dégâts qu'une patte d'éléphant. Alors on peut se demander s'il y a vraiment une réalité physique derrière cette affirmation. Alors pour le savoir, on va revenir à la définition de la pression. On avait donc dit que la pression c'était une force pressante divisée par une surface. Alors dans le cas de la patte de l'éléphant, la force pressante va être égale au poids de l'éléphant. Alors on va répartir ce poids sur les 4 pattes et s'intéresser uniquement à la pression exercée par une patte d'éléphant sur le sol. Ainsi la force pressante serait égale au poids de l'éléphant divisé par 4, donc grand M fois G divisé par 4. Et pour obtenir la pression, on va diviser par la surface de la patte de l'éléphant. Si on veut faire une application numérique pour avoir un ordre de grandeur de cette pression, eh bien on peut par exemple prendre un éléphant de masse 4 tonnes, et pour simplifier les calculs, on va prendre G, l'intensité du champ de pesanteur, comme étant égale à 10 mètres secondes moins 2. Alors je pose le calcul, donc 4 fois 10 puissance 3, la masse de l'éléphant, multiplié par 10 petit g, divisé par 4 puisque le poids se répartit équitablement sur les 4 pattes de l'éléphant, et je divise par la surface de la patte. Alors là je peux modéliser la surface de la patte comme étant un disque de rayon 10 cm. Si on fait l'application numérique, on trouve une pression exercée par la patte de l'éléphant de l'ordre de 3 fois 10 puissance 5. Nous reparlerons de l'unité de ce résultat un petit peu plus tard. Intéressons-nous maintenant à la pression exercée par le talon aiguille. Alors de la même manière, la pression exercée par le talon aiguille va être égale à la force pressante divisée par la surface de contact entre le talon et le parquet. La force pressante est donc le poids de la femme, divisé par 2 puisque va se répartir sur les 2 talons des 2 chaussures.
Donc je vais noter ça, petit m fois g divisé par 2, donc ça va être la force pressante exercée par un talon sur le sol, et je vais diviser par la surface d'un talon. Pour l'application numérique, pour avoir un ordre de grandeur, on va prendre une femme de masse 60 kg, on prend tout le temps 10 pour petit g, et je vais considérer et modéliser que le talon aiguille a un rayon de 1 cm. Après application numérique, on trouve une pression exercée par le talon aiguille de l'ordre de 9 fois 10 puissance 5. Donc on remarque que cette pression exercée par le talon aiguille est 3 fois celle exercée par la patte de l'éléphant. Donc il y avait bien une réalité physique derrière l'affirmation. La pression, nous remarquons donc, d'après la relation précédente, que c'est une force par unité de surface. Une force s'exprime en newtons, mais on a déjà vu qu'on peut exprimer les newtons comme étant des kilogrammes mètres seconde moins 2. On peut le retrouver avec l'application de la seconde loi de Newton, par une analyse dimensionnelle. La surface s'exprime en mètres carrés, et donc la pression doit s'exprimer en kilogrammes par mètre par seconde au carré. Alors c'est l'unité du système international de la pression. Alors on lui a donné un nom. Cette unité, donc kilogramme mètre moins 1 seconde moins 2, c'est le pascal, qui est l'unité du système international pour les mesures de pression. Par contre, on rencontre assez souvent d'autres unités de mesure de pression dans les exercices. On a notamment le bar. Alors il faut savoir que 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal. On peut rencontrer aussi l'atmosphère. Une atmosphère, c'est 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Et puis, il peut y avoir d'autres unités un petit peu plus exotiques, comme le millimètre de mercure, j'en reparlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo, ou alors le PSI, qui est utilisé surtout dans les pays anglo-saxons et qui correspond en gros à l'unité, donc kilogramme mètre moins 1 seconde moins 2, sauf que dans les pays anglo-saxons, ils ne parlent pas en kilogrammes mais en livres, et que l'unité qu'ils utilisent, c'est pas le mètre, mais c'est le pouce, et c'est un équivalent de cette unité-là. Donc là aussi, si elle intervient dans un exercice, on vous donnera la valeur qui vous permettra de faire une conversion pour travailler dans les unités du système international. Alors cette pression peut être mesurée grâce à un certain nombre d'appareils qui peuvent être répartis en 2 catégories. La première catégorie, c'est les manomètres, qu'on peut appeler aussi pressiomètres, qui sont des appareils ou à aiguille ou numériques qui permettent d'afficher la valeur d'une pression. Alors il faut faire attention, en général, ces appareils indiquent une pression qui est une pression différentielle, c'est-à-dire une surpression par rapport à la pression atmosphérique. Alors que la deuxième catégorie d'instruments qui permettent de mesurer une pression mesure en fait la pression atmosphérique qui va varier en fonction des conditions météo et des conditions climatiques. Et donc cette deuxième catégorie, c'est la catégorie des baromètres qui servent donc à mesurer la pression atmosphérique. Si on cherche à mesurer la pression atmosphérique, c'est que l'atmosphère exerce une certaine pression. En effet, ça correspond à ce qu'on a dit jusque-là, à savoir que un corps, n'importe quel système qui nous intéresse, va exercer sur la surface qui le délimite une certaine pression P. Alors revenons à la pression atmosphérique. L'atmosphère va exercer une certaine pression au niveau du sol. Alors si je m'intéresse à une colonne d'atmosphère située au-dessus du sol, et pour simplifier les calculs et l'application numérique, je vais considérer une surface au sol de 1 mètre carré, et bien je vais essayer de déterminer quelle est la masse d'air qui appuie en gros sur ce mètre carré de surface au sol. Alors pour ça, je vais reprendre la valeur moyenne de la pression atmosphérique au niveau du sol, au niveau de la mer, une altitude nulle. Cette pression atmosphérique dont il faut connaître la valeur, elle est de 1013 hectopascales. Alors c'est souvent la valeur qui est employée dans les bulletins météorologiques. Si la pression atmosphérique est en dessous de 1013 hectopascales, on parle de dépression, et s'il est au-dessus, on parle d'anticyclone ou de zone de surpression. Alors je reprends la relation qui dit que la force pressante exercée par cette colonne d'air est égale à la pression atmosphérique pour la surface. Comme on l'a dit, je vais prendre une surface de 1 mètre carré, et donc la force pressante va être égale à la pression atmosphérique multipliée par 1 mètre carré. Mais je peux considérer aussi que cette force pressante, c'est le poids de la colonne d'air au-dessus du mètre carré de surface au sol, et donc je peux dire que cette force pressante, c'est aussi petit m fois g. Je vais exprimer et isoler petit m dans cette relation, qui va donc être égale à la pression atmosphérique fois la surface sur laquelle elle s'exerce, divisé par petit g, et en prenant 10 pour petit g, et on a vu 1013 hectopascales pour la pression atmosphérique,
on trouve une masse d'un ordre de grandeur de 10 puissance 4 kg, c'est-à-dire 10 tonnes. Ça veut dire que sur chaque mètre carré de surface terrestre, la colonne d'air d'atmosphère au-dessus de cette surface correspond à une masse de 10 tonnes. Alors c'est assez étrange parce qu'on ne se rend pas compte de cette pression qui est exercée sur nous au niveau du sol, de la colonne d'atmosphère qui pèse sur nos épaules, mais je vous propose une petite expérience pour la mettre en évidence. Alors comment peut-on expliquer ce qui se passe au cours de cette expérience? Alors nous allons la modéliser, nous allons représenter le verre et l'eau qu'il contient, renversé au-dessus du petit morceau de carton, et l'atmosphère, donc l'air qui l'entoure. On va tout d'abord considérer les petits morceaux de carton qui sont serrés côté du verre. Ces petits morceaux de carton, on va négliger leur poids, on verra tout à l'heure dans l'application numérique, effectivement ce poids est négligeable, et on peut se rendre compte que sur ces petits morceaux de carton, donc à l'extérieur du verre, sur les côtés, eh bien, il y a un équilibre qui paraît logique du fait que il y a de l'air de part et d'autre de ce petit morceau de carton, donc la même pression des deux côtés, et donc la même force pressante qui s'exerce des deux côtés, ce qui explique que ce petit morceau de carton peut rester en équilibre. Alors c'est sûr que si je faisais intervenir le poids, effectivement si je mets juste un petit morceau de carton dans l'atmosphère, il va tomber, parce que même si la valeur du poids est très petite, ça va être la seule force à prendre en compte puisque les forces de pression vont s'égaliser et donc le petit morceau de carton va tomber. Mais là c'est pour dire que c'est pas ces petits morceaux de carton sur les côtés qui vont pouvoir expliquer ce qui se passe globalement au cours de l'expérience. Maintenant, je vais m'intéresser au petit morceau de carton qui est schématisé, dont la surface est matérialisée par la petite partie en jaune. Alors sur ce petit morceau de carton, je vais faire un bilan des forces. Et donc c'est là qu'on va voir que le poids va être négligeable par rapport aux autres forces mises en présence. Et bien si je fais un bilan des forces, je peux parler d'abord de la force pressante exercée par l'eau sur le petit morceau de carton, qui correspond en fait au poids de l'eau. Alors je peux dire que c'est donc moins la masse de l'eau fois petit g fois le vecteur uz. Alors le vecteur uz, ce serait un vecteur unitaire suivant l'axe des z, donc vertical, et orienté vers le haut. J'oriente mon axe des z vers le haut. Et vu que la force pressante exercée par l'eau, c'est-à-dire son poids, est orienté vers le bas, je représente ce poids vers le bas et je mets un petit signe moins au niveau de l'expression de la force dans le bilan des forces. Ensuite, seconde force qui pourrait être à prendre en compte et qui s'applique sur le petit système en jaune ici, c'est tout simplement le poids du petit morceau de carton. À ce moment-là, le poids de ce petit morceau de carton, ça va être moins m fois g fois uz, avec m la masse du petit morceau de carton. Et enfin, la troisième force à prendre en compte, c'est la force pressante exercée par l'air, située en dessous du petit système. Et là, au niveau de l'expression, ce serait pression atmosphérique fois surface, puisqu'on a vu qu'une force pressante est égale à la pression fois la surface sur laquelle la force pressante s'exerce. Tout ça orienté suivant l'axe uz cette fois-ci, puisque cette force est orientée vers le haut. Alors si je considère au niveau de mon système que la surface d'eau en contact avec le morceau de carton est grosso modo de 30 cm², que la masse d'eau dans le verre est d'environ 200 grammes, et que la masse du petit morceau de carton est à peu près 5 grammes, et bien si je fais l'application numérique, le module de la force pressante exercée par l'eau est de l'ordre de 2 newtons, le module de la force pressante exercée par l'air, donc l'atmosphère, sur le petit morceau de carton est de l'ordre de 300 newtons, et le poids du petit morceau de carton est de l'ordre de 10 puissance moins 2 newtons. Donc on voit bien que globalement, on va avoir un ensemble de forces dirigées vers le bas de grosso modo 2 newtons, donc le poids de l'eau plus le poids du petit morceau de carton, alors que la force exercée vers le haut est de l'ordre de 300 newtons, ce qui permet donc d'expliquer pourquoi le morceau de carton ne tombe pas, puisque l'air situé au-dessous du petit morceau de carton, qui est notre système ici,
va exercer une force vers le haut beaucoup plus importante que la résultante des forces exercées vers le bas sur ce petit morceau de carton. D'où le résultat de la petite expérience. Alors il y a d'autres expériences pour lesquelles on pourrait mettre en évidence l'importance de la pression atmosphérique. Je vous mets les liens en description. Intéressons-nous maintenant à la pression dans un fluide incompressible au repos. Donc on laisse tomber les solides, on va s'intéresser uniquement aux fluides et on va se placer dans un cas un petit peu particulier d'un fluide incompressible, c'est-à-dire un fluide pour lequel la masse volumique serait constante. Alors cette loi de pression dans un fluide incompressible au repos, on l'appelle aussi loi fondamentale de la statique des fluides ou loi fondamentale de l'hydrostatique. Alors pour pouvoir démontrer cette loi, ce qui a dû être fait dans la classe de première spé, je vais m'intéresser à un système. Ce système, ce sera le fluide contenu dans un cube de côté petit h. Alors je vais me placer dans le référentiel terrestre que je vais supposer galiléen, de manière à pouvoir appliquer la seconde loi de Newton au système. Si j'applique la seconde loi de Newton, je peux écrire que la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur le système, c'est-à-dire le petit cube contenant le fluide, là, est égale à m fois l'accélération. Et vu que je m'intéresse à un fluide au repos, il n'y aura pas d'accélération, et donc somme des forces extérieures sera égale à 0. On est à l'équilibre. Si maintenant je fais un bilan des forces, je me rends compte que sur le système s'applique un ensemble de forces liées à la présence de fluide autour de ce petit cube. Alors je vais commencer par m'intéresser aux fluides qui se trouvent à droite et aux fluides qui se trouvent à gauche, qui vont exercer chacun une force que je vais appeler F indice dr pour force exercée par le fluide de droite, et F indice g pour force exercée par le fluide qui se situe à gauche. De la même manière, le fluide situé devant et le fluide situé derrière vont exercer une force pressante sur le système, et le fluide situé au-dessus et le fluide situé au-dessous vont eux aussi exercer une force pressante. Enfin, pour terminer le bilan des forces qui s'exercent sur le système, eh bien, il faut prendre en compte le poids du fluide situé à l'intérieur du petit cube. La somme de toutes ces forces doit être égale à 0 puisqu'on s'est situé à l'équilibre. Alors cette relation vectorielle, on va la projeter suivant l'axe des x, l'axe des y et l'axe des z, c'est-à-dire que je vais réécrire la même relation, mais en ne m'intéressant à chaque fois qu'aux vecteurs qui seront orientés, donc aux forces qui seront orientées soit suivant l'axe des x, soit suivant l'axe des y, soit suivant l'axe des z. Alors je vais d'abord m'intéresser à l'axe des x. Selon l'axe des x, les forces qui interviennent, c'est les forces exercées par le fluide situé devant et la force exercée par le fluide situé à l'arrière. La force exercée par le fluide situé à l'avant va être orientée suivant moins x. La force exercée par le fluide situé à l'arrière va être orientée suivant plus dans l'axe des x. Je vais donc pouvoir dire que selon l'axe des x, la relation devient force exercée par le fluide situé à l'arrière moins force exercée par le fluide situé à l'avant. Je n'écris pas les flèches sur les forces, ce ne sont plus des vecteurs, on a réalisé une projection, c'est-à-dire qu'on regarde uniquement ce qui se passe suivant l'axe des x, et seul le signe plus ou moins va être nécessaire pour pouvoir dire dans quel sens va être orientée la force, puisqu'on a déjà choisi la direction qui est la direction de l'axe des x. Et donc la force exercée par le fluide de l'arrière moins la force exercée par le fluide situé à l'avant vont être égales à 0, puisqu'on est à l'équilibre. Selon l'axe des y, de la même manière et en projetant, la force exercée par le fluide situé à droite va être orientée positivement suivant l'axe des y, la force exercée par le fluide situé à droite va être orientée négativement suivant l'axe des y, la force exercée par le fluide à gauche va être orientée positivement suivant l'axe des y, et ainsi la relation va devenir force exercée par le fluide de gauche moins force exercée par le fluide de droite, tout ça en norme puisqu'on a été projeté suivant l'axe des y, est égal à 0. Enfin, projetons suivant l'axe des z. Donc suivant l'axe des z interviennent trois forces, la force exercée par le fluide situé au-dessus, qui va être comptée négativement suivant l'axe des z puisque ce fluide appuie vers le bas. Ensuite, la force exercée par le fluide situé en dessous, qui va être comptée négativement puisque cette force va être orientée positivement suivant l'axe des z, donc orientée vers le haut. Et enfin le poids du fluide, qui va être compté négativement puisqu'il va être orienté vers le bas.
La relation projetée suivant l'axe dz va donc être force exercée par le fluide situé en bas moins force exercée par le fluide situé en haut, moins mg est égal à 0. Alors je vais désormais m'intéresser uniquement à cette relation qu'on a projetée suivant l'axe dz. Cette relation, eh bien, je peux l'écrire d'une manière un petit peu différente. Le fluide situé en bas du système, eh bien, en fait, va exercer une force que je vais appeler force à l'altitude z. Le fluide situé en haut va exercer une force que je vais appeler force à l'altitude z plus h. Et donc, la relation va devenir force exercée à l'altitude z moins force exercée à l'altitude z plus h, exercée par le fluide aux alentours, moins mg égale 0. Je peux passer mg de l'autre côté et je peux remplacer la masse, petit m, par ρ fois v, ρ étant la masse volumique. Je rappelle que la masse volumique, on la considère comme constante puisque on parle d'un fluide incompressible. Le volume, quel volume parle-t-on? Du volume du système. Le volume du système, ça va donc être surface fois hauteur. Alors cette surface, ce serait h fois h. On pourrait dire que le volume, c'est h au cube. Pourquoi je fais intervenir une surface? Parce que j'ai dans l'idée d'établir une loi de pression. Et je rappelle que la pression, c'est une force par unité de surface. Donc je vais m'intéresser à la surface qui est modélisée en jaune sur le petit schéma. Et donc dire que le volume, c'est cette surface multipliée par h. Je remplace dans la relation et j'obtiens force exercée à l'altitude z moins force exercée à l'altitude z plus h est égale à ρ fois s fois h fois g. Je divise chacun des deux membres de l'équation par s, de manière à avoir donc en premier membre une force par unité de surface, c'est-à-dire une pression, et ainsi la relation devient pression à l'altitude z moins pression à l'altitude z plus h est égale à ρ fois h fois g. Je divise par h et j'obtiens pression à l'altitude z moins pression à l'altitude z plus h sur h est égal à ρ fois g. Alors, je reconnais de manière un petit peu déguisée un taux d'accroissement dans le premier membre de l'équation. Donc je fais apparaître un signe moins pour retrouver le taux d'accroissement qui est P à l'altitude z plus h moins P à l'altitude z sur h. Et donc je mets un signe moins devant, est égal à ρ fois g. Et je vous rappelle que quand h tend vers 0, eh bien ce taux d'accroissement va tendre vers la dérivée de la pression, à savoir ici la dérivée de la pression par rapport à l'altitude z. Je remplace donc par passage à la limite, je remplace le taux d'accroissement par la dérivée de la pression par rapport à z et j'obtiens la relation moins dp sur dz égale ρ fois g, que je peux transformer en dp sur dz égale moins ρ fois g. L'idée c'est d'obtenir une loi de pression, donc on va intégrer cette équation différentielle relativement simple. Donc on va intégrer, on va primitiver. Donc si la dérivée de la pression est égale à moins ρg, c'est que la pression est égale à moins ρgz plus une constante. Cette constante, on va la déterminer grâce aux conditions initiales. Alors si on se place à z égale 0, eh bien on peut appeler P0 cette pression à l'altitude z égale 0. Dans ces cas-là, en remplaçant dans l'équation qu'on vient d'obtenir, on va trouver que cette constante va valoir P0 et la loi de pression dans un fluide incompressible au repos, c'est-à-dire la loi fondamentale de l'hydrostatique, va être donnée par P égale P0 moins ρgz, qui est valable en n'importe quel point du fluide, à condition que ce fluide soit un fluide incompressible, ρ étant la masse volumique constante de ce fluide. Alors Z, c'est pas tout à fait la profondeur, souvent on l'utilise pour savoir quelle est la pression à telle profondeur. Z, en fait, c'est l'altitude, donc attention, si le niveau 0 est pris au niveau de la mer, si on se déplace en profondeur, eh bien la profondeur ce ne sera pas Z, mais ce sera moins Z, donc il faudra faire attention quand on va remplacer par les valeurs dans cette loi de l'hydrostatique. Alors comme je l'ai dit, on s'intéresse souvent à l'exemple de l'eau, donc on va prendre une situation où on prend l'altitude 0 au niveau de la surface de l'eau, au-dessus on a l'atmosphère, en dessous on a l'eau, par exemple de la mer ou du lac, etc. Et on va reprendre la loi fondamentale de l'hydrostatique, c'est-à-dire P égale P0 moins ρgz, sauf qu'ici P0, eh bien ça sera la pression atmosphérique, puisque quand je me place à l'altitude Z égale 0, eh bien cette pression est égale à la pression atmosphérique, dont je dois connaître la valeur, je rappelle. Donc pour l'application numérique, je vais prendre une masse volumique de l'eau de l'ordre de 10 puissance 3 kg par mètre cube.
Je vais prendre comme tout à l'heure G égale 10 mètres secondes moins 2 pour simplifier les calculs, et donc la pression atmosphérique de l'ordre de grandeur de 10 puissance 5 pascal. Je vais m'intéresser à ce qui se passe à 10 mètres de profondeur, c'est-à-dire qu'on va se placer à Z égale moins 10 mètres. C'est ce que je disais tout à l'heure, on se place à une profondeur de 10 mètres, mais vu que l'axe des Z est orienté vers le haut, une profondeur de 10 mètres correspond à une valeur de Z égale moins 10. Je remplace dans l'expression de l'hydrostatique, et je trouve que P est égal donc à 10 puissance 5 moins 10 puissance 3 fois 10 fois moins 10, donc je remplace G et Z par leur valeur, et je trouve une pression de 2 fois 10 puissance 5 pascal. Alors qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que quand on est à 10 mètres de profondeur, la pression est égale à 2 fois la pression atmosphérique, c'est-à-dire qu'à 10 mètres de profondeur, la surpression par rapport à la surface, grosso modo, est égale à 1 atmosphère. La pression double quand on descend de 10 mètres. Une surpression de 10 puissance 5 pascal correspond en fait à une colonne d'eau de 10 mètres de haut. Alors on peut faire une petite remarque et revenir à une des unités dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai évoqué une unité qui était l'unité de millimètre de mercure. Alors ça correspond à quoi? Ça correspond au fait que le mercure était utilisé pour mesurer la pression atmosphérique, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il soit un petit peu dangereux. Donc le mercure est un métal liquide de densité très importante, il a une densité qui est à peu près 13,5 fois la densité de l'eau. Donc si je veux calculer la masse volumique du mercure, eh bien c'est 13,5 fois la masse volumique de l'eau. Donc pour avoir l'équivalent d'une surpression d'à peu près une atmosphère, on avait vu qu'il fallait une colonne d'eau de 10 mètres, et bien pour le mercure, si je fais l'application numérique, il faudra une colonne de mercure qui sera divisé par 13,5 par rapport à ce que c'était pour l'eau, puisque sa densité, sa masse volumique est 13,5 fois plus importante. Et si je fais un calcul un petit peu plus précis que ce que j'ai fait tout à l'heure, puisque j'ai arrondi, j'ai pris G égale 10, et j'ai pris une pression atmosphérique de 10 puissance 5 pascal, donc si on fait l'application numérique avec des valeurs plus précises, eh bien on va trouver que pour correspondre à une pression de 1 atmosphère, eh bien il faudrait une colonne de mercure de hauteur 0,76 mètres, c'est-à-dire 760 mm. Et d'où l'unité millimètre de mercure, en fait, l'unité de pression millimètre de mercure correspond à la hauteur de mercure qui correspondrait à une pression de la même valeur. Alors la pression atmosphérique correspond donc à une hauteur de mercure de 760 mm. Alors voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous permettre de vous rafraîchir la mémoire sur la notion de pression afin d'aborder le chapitre suivant de manière un petit peu plus sereine.